Merci. Mongo Betty, alors vous êtes né au Cameroun du temps de la colonisation française, Oui. donc je suppose que le français c'est votre vraie langue. Ah, oui et non. C'est-à-dire que dans ma famille, on ne parle pas le français, on parlait le béti, la langue des Yaoundé s'appelle le béti. En fait, c'est un dialecte le dialecte est d'une langue beaucoup plus vaste, qui est celle parlée par un peuple qu'on appelle les Fang, qui est un peuple qui habite à la fois le sud du Cameroun et le nord du Gabon. Cela représente environ 2 millions à 3 millions de personnes, donc c'est une langue extrêmement importante qui ne s'écrit pas, euh, plutôt en raison du manque si vous voulez, d'équipement, parce qu'il faudrait faire des caractères, par exemple, pour éditer un livre. Et puis alors la transcription n'est pas très bonne pour le moment. C'est cette langue-là qu'on parle dans les familles, car je suis né dans une famille de paysans du sud Cameroun, du pays de Yaoundé. Alors, vous avez fait des études en France. Oui, non, mais alors j'ai commencé, je suis allé à l'école très très tôt, comme souvent cela arrivait dans ce pays-là, dans le pays où je suis né, parce que dans cette province qui est très évangélisée, il y a beaucoup d'écoles des missionnaires. Donc moi j'ai pu aller à l'école très tôt et on n'enseigne pas les langues du pays dans les écoles, on n'enseigne que le français. Et d'ailleurs il était interdit de mon temps, maintenant je suppose que c'est fini, de parler autre chose dans l'enceinte de l'école que le français. Ouais. Il y avait toute une Donc elle série vous a été imposée cette langue Oui, française. c'est ça, voilà. Mais vous y avez réussi admirablement parce que vous êtes agrégé. Oui, alors finalement c'est la langue c'est la langue officielle du Cameroun, le français est Oui, non, la mais seule langue. oui, d'accord, mais j'en viens à vous maintenant. Donc c'est votre Oui. langue à vous maintenant. C'est la langue. C'est votre langue non seulement d'artiste en tout cas. Oui, mais ça ne veut pas dire que le français soit sans problème pour un Africain. Le français pose beaucoup de problèmes. D'abord parce que c'est une langue qui nous a été imposée, d'une part. En plus, c'est une langue, si vous voulez, qui définit un certain type de rapport entre nous et la culture française. Type de rapport qui suppose une excessive dépendance. Comprenez-vous? C'est-à-dire que dans cette alliance où nous nous trouvons donc avec les Français, avec la culture française, nous partageons trop de choses, nous partageons beaucoup d'inconvénients avec vous, beaucoup de domaines où nous n'avons que des inconvénients le plus souvent. Par exemple, la monnaie, n'est-ce pas? Vous savez que la monnaie a été dévaluée récemment. On n'a pas consulté les ministres de l'Afrique francophone qui ont la même monnaie finalement que la monnaie française. Et le problème donc pour nous est le suivant. À partir du moment où on est dans une alliance où vous avez un partenaire qui est trop fort, qui est la France, si vous voulez, il se crée aussitôt parmi les Africains francophones du groupe, si vous voulez, un groupe de gens qui est conforme. Puis un autre groupe qui n'est pas conforme, qui résiste. Alors vous êtes conforme ou pas conforme? Ah, je ne suis pas conforme du tout. Ah oui. Et comme je ne suis pas conforme, ils produisent ce qui est normal, c'est-à-dire que le plus fort, qui est en somme le maître, vous voyez, nous retombons dans une terminologie qui rappelle une époque qu'on croyait révolue. Le maître choisit, il dit, les conformes sont les bons, les non-conformes sont les mauvais. Comprenez-vous? Donc il y a au sein de la francophonie ce combat terrible entre des gens qui sont conformes, qu'on applaudit, que le pouvoir français favorise, et puis d'autres qui ne sont pas conformes, ce qui est mon cas, qui sont en revanche matraqués, étouffés, asphyxiés. Comprenez-vous? Bon, enfin, donc, là, vous êtes édité en France, on vous invite à la télévision française. Là, pour la première fois. Pour la première fois. Matraqué, étouffé quand même. C'est vrai, j'écris depuis 30 ans, j'ai publié depuis 30 ans en France, enfin pas depuis 30 ans, disons depuis 29 ans. La première fois que j'ai publié un livre en France, c'était en 54. Et donc, je pourrais me considérer, étant donné mon âge de plus, j'ai dépassé la cinquantaine, comme quelqu'un qui est très, très compétent sur les questions concernant l'Afrique. Et cependant, je ne peux pas, si vous voulez, faire entendre ma voix là où elle pèserait d'un poids considérable. Alors, Mustapha Tlili, restez en Afrique avec Mongo Betty. Alors ça se passe dans un pays africain qui est affligé d'une dictature. Et dans lequel, comme tous les pays africains, et dans lequel, presque tous, et dans lequel revient un opposant 10 ans après,
Et pourquoi y revient-il alors qu'il y a toujours... Ce n'est pas vraiment un opposant, c'est un jeune homme qui est venu en France pour faire des études, comme tous les jeunes gens, comme tous les jeunes Africains qui sont venus faire des études en France. Ils ont tous milité dans des mouvements de gauche en France, c'est-à-dire à l'époque, comme mon époque quand j'étais étudiant, et c'est un petit peu ce qui se passe dans le livre, se passe, disons, avec un petit décalage par rapport à l'époque où j'étais étudiant. C'était l'UNEF, c'est-à-dire l'Union nationale des étudiants de France, qui était la plus militante de toutes les organisations de gauche ici en France, toutes celles qui pouvaient intégrer un petit peu les militants noirs. C'était vraiment l'UNEF qui était la plus active. Après l'UNEF, il y avait une organisation très connue qui s'appelait la FEAN, c'est-à-dire la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui était très militante aussi, où il y avait beaucoup de marxistes. Oui, ne faites pas une... Oui. On a peu de temps. Non, mais c'est pour dire qu'à l'époque, le climat n'avait rien à voir avec ce qui se passe maintenant en France, c'est-à-dire un apolitisme qu'on observe qui était extrêmement frappant chez les étudiants de mon temps, ont milité énormément. Donc tous les étudiants noirs de mon époque ont plus ou moins milité en France dans des mouvements de gauche. Et il n'est pas plus opposant qu'un autre. Au moment où le pays est devenu indépendant, il a hésité, il s'est demandé s'il allait revenir ou pas, parce qu'il savait qu'ayant milité ici, il figurait un petit peu sur les listes noires là-bas. Oui, d'ailleurs, on embête sa famille sans arrêt. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il revient. Alors il revient, mais il revient. Alors, il revient d'abord, il retrouve une femme avec un enfant, et puis il revient avec une autre femme. Voilà, il était déjà marié là-bas, et puis pendant qu'il faisait ses études ici, il s'est marié ici en France. Il s'est marié. Alors évidemment, donc, là, voilà. Il répudie la première. Il répudie la première sans difficulté, car c'est des mariages coutumiers, c'est-à-dire que quand mari dit à la femme « éloigne-toi », bien la femme s'éloigne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de formalité judiciaire. Alors, à mon avis, il y a deux choses intéressantes dans votre roman, c'est les rapports entre le jeune garçon, donc qui s'appelle Guillaume Ismaël, avec sa belle-mère qui est blanche. Et là, c'est assez. Comment avez-vous imaginé? C'est une chose que vous connaissez? Parce que... Oh, c'est des choses que je connais un petit peu, qui se sont produites. C'est-à-dire que il y a là pour les gens, pour les Africains, une grande surprise, quelque chose de nouveau, si vous voulez, quelque chose qui marque un changement quand même dans les comportements, dans une mutation, si vous voulez. Parce que, bien entendu, les paysans s'attendent à ce que la jeune femme française utilise l'enfant comme boy, comme domestique. Or, pas du tout. Pas du tout. Elle le traite au contraire comme si cet enfant était son propre fils. Et lui, il s'entend très bien. Elle veut en faire un petit bourgeois, en somme, quoi. Elle veut l'empêcher d'aller jouer avec les voyous dehors. Et ne veut pas qu'il rencontre Mehdi Charef, par exemple. Oui. Oui. Disons que c'est la partie romanesque de la chose. C'est ça. Alors, ça, c'est la première chose. Mais, oui, mais c'est pas la... C'est une situation assez romanesque. Mais qui n'est pas entièrement irréelle, si vous voulez. Et l'autre partie, c'est que ce noir qui revient chez lui, dans son pays, il obtient un poste très important, il est substitut du procureur, et au fond, il va se compromettre très très vite. Oui, c'est le problème des intellectuels, c'est le problème d'une certaine bourgeoisie africaine. Je crois que c'est le problème que traite Madame Eghbal. J'étais très étonné de voir que notre vision se recoupait, nos deux visions se recoupaient finalement, c'est-à-dire que... vous savez, on est obligé d'aborder les problèmes politiques dans ce sens qu'il faut bien dire une chose, c'est que la décolonisation, comme on dit, n'a pas été heureuse, ça n'a pas été un succès. D'ailleurs, il n'y a pas de décolonisation qui soit un succès. Quand à une métropole se sépare d'un pays de sa colonie, ou bien ça se passe avec une guerre, et là les choses sont nettes et claires, ou bien ça se passe de la façon dont ça s'est passé pour l'Afrique noire, c'est ce qu'on appelle la décolonisation, et là, c'est pas très réussi. Et il y a, si vous voulez, cette pression qui pèse sur les intellectuels, sur les bourgeois noirs, parce qu'il faut qu'ils choisissent. Il faut qu'ils choisissent entre le peuple, c'est-à-dire les paysans. Il faut dire que les paysans sont les 80% de la population en Afrique noire. Et les gouvernants, l'indépendance, ça voulait dire un mieux pour l'écrasante majorité de la population. Or, ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, la population paysanne est pressurée, elle est réprimée. Elle est donc, alors, la question est la suivante. En plus, tous ces jeunes intellectuels diplômés sont presque tous des paysans. Ils viennent de ces milieux. Alors,
soit ils choisissent leurs origines, et dans ce cas-là, ils subissent des conséquences qui sont assez dures, soit ils se compromettent. Ils se compromettent. Et ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de bonnes situations, ils n'ont pas le pouvoir d'ailleurs, parce que le pouvoir est exercé par des gens qui Mais d'ailleurs, on le voit bien dans la l'histoire. coulisse. Mais eux, ils ont les belles voitures, les Mercedes. Alors ça, c'est... Oui, mais enfin, votre personnage, on le traite de Judas. Hein. Judas, oui. Iscariote, etc. Ah, certainement, certainement. Alors il y a des scènes... Oui. Ils savent bien, ils sont conscients de cette... ils ont mauvaise conscience et ça explique pourquoi ils sont souvent alcooliques. Ils fuient en somme leurs origines. Ils sont aliénés. C'est vraiment ce qu'on appelle aliénation. Alors, il y a une scène, par exemple, il y a le Thierry, le luron local qui imite le président. Ah, et oui, alors, oui. hop, il est envoyé. Voilà, on disparaît dans ces pays-là, n'est-ce pas? Bon, enfin, alors, c'est un pamphlet, alors, plus qu'un roman, votre livre. Hein? Oh, je ne crois pas. C'est un roman Pensez qu'on va qui est un témoignage assez sévère, mais les témoignages sévères dans l'histoire de la littérature française, puisque littérature française il y a, selon M. Lilly, moi je ne crois pas que nous fassions de la littérature française. Je pense que je fais de la littérature camerounaise en français. Mais vous êtes lu au Cameroun, beaucoup, vous croyez? Ah non, parce que j'y suis censuré là-bas. Tous les bouquins sont... Sauf un, le premier, qui s'appelait Ville cruelle. Celui-là, à mon avis, il y a peu de chances qu'il passe. Hein, aussi, ça, je crois que ça va être actuellement, dur. on les interdit. Moi, je pense comme monsieur, parce que moi aussi, quand j'écris, je n'ai jamais pensé... Vous voyez, moi, je n'ai aucune attache avec la France. Oui. Enfin, j'ai une femme, c'est tout. Beaucoup. Donc, non, je ne trouve pas, monsieur. Oui, mais vous avez la langue. Oui, mais je suis algérien. Ah non, mais je n'ai pas dit que vous... Non, non, mais même... Je n'ai pas dit que vous étiez français. Hein. Mais monsieur, ce n'est pas de ça que je parle. Dans ce que je pense, dans ce que j'écris, même si c'est en français, pour moi, c'est algérien. Vous voyez, parce que... Bien sûr. Bon, j'écris dans la langue française, c'est une langue que je possède, mais à partir du moment où je la maîtrise, je pense qu'elle est à moi, elle n'est plus aux Français. Allez, non, je réponds. Je voulais juste dire un mot, puisque je crois que les deux romans se ressemblent. C'est pour ça que je vous donne la parole, voilà, parce qu'évidemment, ils mais sont pas... effectivement, je dis que par exemple, cette brigade mixte qui existe dans votre roman ressemble beaucoup à cette force spéciale de dissuasion qui a sur c'est les mêmes qui ont conçu ces structures. Oui, mais je dirais simplement, donc effectivement, il y a cette espèce de poids, d'une espèce de terreur de l'État-nation, de ce nouvel État-nation qui pèse sur la population africaine locale. Il y a ce gringalet, n'est-ce pas, ce jeune gringalet qui se permet de venir insulter tout le monde, arrêter les parents, les vieux parents, etc., insulter la population africaine. La seule question que je voulais vous poser, c'est que, et qui pour moi est un petit peu, et je pense que vous en doutez déjà, c'est le rôle donné à la française. C'est le rôle donné. Pourquoi est-ce que cette française est un peu la voix de la conscience, la voix de la vérité, alors qu'elle n'a jamais été dans la banlieue de cette ville qui est Niagara? Elle y va au bout de 3 ans, une fois elle rencontre la réalité africaine au bout de 3 ans. Elle ne parle pas une seule langue locale. Comment se fait-il qu'elle soit comme ça, cette voix de la vérité et de la conscience? Je ne crois pas que M. Pivot me permette de répondre parce que c'est une question qui mériterait qu'on y réponde pendant 1 heure. Je ne pourrais pas. Oui. C'est une question qui m'a frappée. Je ne crois pas qu'elle soit la conscience. Non, c'est une femme qui est mûre, qui n'est pas une petite jeune fille de 20 ans, qui sait ce qu'elle veut. Elle a épousé un homme qu'elle aime et pas un homme par lequel elle pensait arriver à quoi que ce soit. Elle est absolument sans aucune... C'est perceptible. Mais on dirait qu'elle a plus la voix de la vérité sur les Africains que les Africains eux-mêmes. Bon. Alors ça, bon. Afzadeh Iqbal, je vais vous donner la parole.